Chapitre 12. En Chine britannique. Nous découvrîmes Hong Kong au petit matin. Du flanc d'une montagne, des maisons d'un blanc éclatant pareilles à des châteaux semblaient nous souhaiter la bienvenue. Un coup de canon annonça notre entrée au port, car, nous expliqua le capitaine, telle était la coutume pour les navires qui transportaient le courrier britannique. La magnifique baie en forme de fer à cheval était entourée de montagnes. Ce n'est qu'une fois dans le port que l'on discernait, partant dans différentes directions, des petits canaux, si petits qu'il paraissait impossible qu'un navire puisse s'y glisser. En vérité, ils ont la réputation d'être très dangereux. La plus grande attention est de mise jusqu'à ce que les bateaux qui les empruntent gagnent enfin la mer. La baie, étincelante comme un miroir sous les rayons du soleil, était mouchetée de petites embarcations de tout genre et de tout pays. Cuirassés, torpilleurs, bateaux à vapeur, lorchas, jonques et sampans. Nous regardâmes fascinés un bateau chinois se faufiler parmi les esquifs pour gagner la mer. Son imposante poupe colorée sortait largement de l'eau, et sa proue était sertie d'un énorme œil. Je le trouvais magnifique, même si j'entendis un officier le décrire comme hideux et de grossière facture. Hong Kong est très pittoresque. Elle est construite en terrasse, d'où s'élèvent des genres de palais tout en arcade, sur le versant verdoyant de la montagne. Ces habitations forment des rangées si régulières que, de loin, le versant ressemble à un escalier monumental où chaque terrasse serait une marche. Le médecin, un autre homme et moi-même quittâmes le bateau. Au bout de la jetée, des chaises à porteurs attendaient de nous conduire en ville. Nos porteurs étaient tout aussi pressés que les hackmen des gares d'Amérique. Réussir à se hisser correctement dans l'une de ces chaises demande une certaine pratique. La chaise est posée à terre, les hommes inclinent les brancards, l'astuce consistant à marcher à reculons, dos à la chaise. Une fois que l'on est installé, ils hissent les brancards sur leurs épaules et se lancent au petit trot comme des chevaux. Nous longeâmes le rivage, dépassant des entrepôts et des immeubles à balcons dans lesquels s'entassent des centaines de familles chinoises. Ces balcons auraient donné un certain charme aux bâtisses s'ils n'avaient pas été surchargés de linge, comme si on y célébrait le festival de la lessive. Les vêtements étaient accrochés à des poteaux, tels des vestes suspendues à un porte-manteau. La ville semblait à l'abandon. Les routes étaient sales et les autochtones négligés, de même que leurs maisons, leurs bateaux et leurs porteurs, avec leur queue de cheval enroulée autour de leur tête à demi rasée. Ils filaient à pas rapides, aboyant sur les passants inopportuns, qui déguerpissaient aussi vite qu'un promeneur sur une voie ferrée lorsqu'il entend le sifflement d'un train derrière lui. Nos porteurs quittèrent le rivage et s'engagèrent sur l'un des chemins qui montaient vers la montagne en terrasse. Pour ma part, je ne souhaitais qu'une chose, me rendre aussi rapidement que possible au bureau de la compagnie Occidental and Oriental Steamship, afin de savoir quand je pourrais partir pour le Japon et ainsi continuer mon tour du monde. Dans mon cahier, je venais de consigner mon 39e jour de voyage. Je n'avais quitté New York que depuis 39 jours et j'étais déjà en Chine. J'étais particulièrement de bonne humeur. Ce bon vieil oriental avait non seulement rattrapé les 5 jours de retard accumulés à Colombo, mais était aussi arrivé à Hong Kong avec 2 jours d'avance malgré la mousson. C'était la première fois qu'il naviguait jusqu'en Chine et il avait battu tous les records de traversée entre Colombo et Hong Kong. J'entrai donc dans les bureaux de la O&O sur un petit nuage et confiante en l'avenir. « Pourriez-vous m'indiquer la date du prochain bateau pour le Japon ?» demandai-je un homme derrière un comptoir. « Un instant, je vous prie, » dit-il avant de disparaître dans l'arrière-boutique. Il revint avec un homme qui me dévisagea. Je lui répétai ma question et il répondit « Quel est votre nom ?»« Nelly Bly. »« Ah, suivez-moi, fit-il nerveusement. Je le suivis dans son bureau et après m'être assise, il déclara « Vous allez être battu. »« Je vous demande pardon ?»« Non, je ne crois pas, j'ai rattrapé mon retard, vous savez, » répondis-je surprise. Je me demandais si le Pacifique avait coulé ou si tous les bateaux de la ligne avaient été détruits. « Vous allez la perdre, » assura-t-il avec conviction. « La perdre ? Je ne comprends pas de quoi parlez-vous, insistai-je. C'est bien vous qui faites le tour du monde, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien moi, je fais une course contre la montre. La montre ? Non, elle ne s'appelle pas comme ça. Elle ? Mais qui elle ? Répétai-je en pensant tout bas. Oh, pauvre homme, il est dérangé, hésitant à faire un signe à mon ami médecin afin que nous prenions la poudre d'escampette. Oui, l'autre femme, elle va gagner la course.
Elle est partie d'ici il y a 3 jours. Je dévisageai mon interlocuteur, puis me tournai vers mon ami. Étais-je bien réveillée? Je conclus que l'homme avait perdu la tête. Aussi me forçai-je à rire l'air de rien. Mais je ne pus m'empêcher d'insister bêtement. Mais quelle autre femme? Eh bien oui, expliqua-t-il vivement. Vous ne saviez pas? Le jour de votre départ de New York, une autre femme est partie de son côté pour vous battre. Et les choses s'annoncent plutôt bien. Elle a quitté Hong Kong il y a 3 jours. Vous l'avez sûrement croisée vers le détroit de Malacca. Elle dispose de passe-droits qui lui permettent de faire partir n'importe quel bateau selon son bon plaisir. Son rédacteur en chef a versé 1000 ou 2000 $ à la compagnie O&O pour qu'elle autorise l'Océanique à quitter San Francisco 2 jours avant la date prévue. Les membres de l'équipage n'étaient pas d'accord, mais ils ont fait de leur mieux pour qu'elle attrape le navire postal anglais à destination de Ceylan. Oh, s'il n'avait pas accosté autant en avance, elle l'aurait loupé, et cela lui aurait valu 10 jours de retard. Mais ils ont réussi, hein, et elle est arrivée à Hong Kong et est repartie il y a 3 jours. Quant à vous, vous allez être coincé en ville pour 5 jours. Ah oui, ce n'est vraiment pas de chance, balbutiai-je en me forçant à sourire, alors que j'étais profondément dévastée. Bon, je suis étonnée de vous apprendre cette histoire. Elle agissait comme si vous étiez au courant de la compétition. S'il y avait une compétition, mon rédacteur en chef m'aurait prévenu, déclarai-je vigoureusement. Avez-vous reçu des câbles pour moi de New York? Bon, non, rien. Alors eux non plus ne sont pas au courant de son existence, me réjouis-je. Bon, si, je vous assure, elle travaillait pour votre journal jusqu'à ce qu'elle parte. Mais c'est incompréhensible, dis-je calmement, trop fier pour avouer mon ignorance. Et vous dites que je ne peux pas partir d'ici avant 5 jours? Non, et je ne crois pas que vous puissiez rallier New York en 80 jours. La demoiselle compte le faire en 70 jours. Elle a des papiers officiels qu'elle montre au capitaine de bateau, avec ordre de faire tout ce qu'ils peuvent pour la mener à bon port. Avez-vous de tels papiers? Euh, Seulement une lettre d'un agent de la P&O stipulant que je dois être bien traité parce que je voyage seule. C'est tout. J'esquissai un maigre sourire. Oh, ma foi, c'est bien dommage. Vous allez perdre, c'est sûr. 5 jours ici, 5 autres à Yokohama. Les voyages sont longs en cette saison. À cet instant, un jeune homme aux yeux noirs et au teint pâle entra dans le bureau. L'agent, qui se nommait Mr. Harmon, nous le présenta comme Mr. Thurman, le commissaire de bord de l'Océanique, bateau qui devait m'emmener au Japon puis en Amérique. Ce dernier me serra la main énergiquement, et son regard plein de sympathie suffit à me réchauffer le cœur. « Ah, j'étais sorti pour vous chercher à votre descente de l'Oriental sur les conseils de Mr. Harmon. Ah, maintenant que vous êtes arrivé, nous allons prendre soin de vous. Toutes mes excuses pour la rencontre manquée. Je suis passé à votre hôtel, mais il ne vous avait pas enregistré. Je suis revenu ici de peur que vous soyez perdu. »« Oh, je n'ai rencontré que des gens attentionnés, répondis-je aux côtés de mon ami médecin, lui aussi sous le choc de la mauvaise nouvelle. Je ne voudrais pas vous poser de problème. Des problèmes? Nous serons ravis de pouvoir vous aider, s'exclama-t-il. Oh, et ne soyez pas peiné pour ces histoires de compétition. Vous n'avez pas eu la chance durant vos escales, et tout le monde sait que vous étiez la première à avoir l'idée de ce tour du monde. J'ai promis à mon rédacteur en chef que je ferais le tour du monde en 75 jours, et si je réussis, je serai satisfaite, expliquai-je d'un ton ferme. Je ne fais de course avec personne, je m'y refuse. Si certains veulent faire ce tour du monde plus vite, c'est leur problème, pas le mien. J'ai juré d'y arriver en 75 jours, soyez sûr que je m'y tiendrai. Si l'on m'avait permis de réaliser ce tour du monde il y a plus d'1 an, comme je l'avais proposé, je l'aurais sans doute fait en 60 jours. Après avoir arrangé le transfert de mes bagages et de mon singe de l'Oriental à l'Océanique, nous nous rendîmes à l'hôtel où ma chambre avait été préparée. Après le repas, je discutai avec bon nombre de gens qui s'enquirent de mon voyage et me promirent de me faire passer ces 5 jours d'escale forcée le plus agréablement possible. Comme je n'avais qu'une robe à ma disposition, je déclinai tous les dîners et réceptions proposés en mon honneur. Un après-midi, la femme d'un dignitaire de Hong Kong vint me proposer l'hospitalité. En dépit de sa grande bonté, je ne pus accepter. Je comptais occuper mon temps à visiter la ville, j'allais perturber les horaires de la maison, et je souhaitais rester libre d'aller et venir à ma guise. Elle insista, mais je lui assurai que je n'étais pas ici pour le plaisir, mais bien pour le travail. J'allais dîner à bord de l'Oriental, et à la fin du repas, alors que je faisais mes adieux au capitaine et aux officiers, je me retins de m'agripper à ces hommes qui s'étaient montrés si prévenants envers moi. Le lendemain matin, le bateau reprit la mer, me laissant une nouvelle fois seule dans un pays aussi étrange que ses habitants. Ce soir-là, le commissaire de bord de l'Océanique, un ami et moi-même,
nous rendîmes en chaise à porteurs par une route sinueuse bordée d'arbres dont le bruissement ne troublait nullement la paisible nuit. Seuls nos rares échanges à voix basse et les slap 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 réguliers des pieds nus des hommes sur la route venaient troubler l'atmosphère endormie. La terre entière semblait au repos. Nous avancions sur la route, contemplant çà et là les lueurs des lampes à gaz à l'entrée des jardins et des demeures orientales cossues. Enfin, après avoir gravi une pente escarpée, nous surplombâmes la ville. Elle s'étalait sous nos yeux, dans la pénombre silencieuse. La voûte étoilée du ciel nous semblait encore inaccessible. Nous repartîmes et passâmes par une grande porte, puis de nouveau sur une route obscurcie par le feuillage des arbres, et finalement, après avoir franchi une autre grande porte, apparut une douce lumière accueillante. Notre voyage était terminé. À l'intérieur, nous fûmes accueillis chaleureusement, chaleur confortée par le grand feu de bois qui nous attendait dans la pièce. Je n'avais qu'une envie, me mettre en boule devant la cheminée pour me laisser aller à rêver. Mais il me fallait retrouver mes amis puis savourer le merveilleux dîner qui nous attendait. Je passai une délicieuse soirée, assise à une table chargée de mets exotiques et présidée par un homme si beau qu'il paraissait irréel, en compagnie d'invités adorables avec qui je m'entendis très bien. On dit que les gens ne vivent pas mieux qu'à Hong Kong. Ce constat vient sûrement du fait que tous sans exception paraissent jeunes. Alors que j'en demandai la raison à quelques amis, ils me dirent que leur hédonisme les empêchait de devenir blasés et les baignait dans la joie et l'allégresse. Peu de troupes professionnelles se produisent au théâtre de Hong Kong, mais les comédiens amateurs ne laissent rien à désirer. Les colons britanniques s'y investissent tous et confectionnent eux-mêmes leurs costumes. Pour jouer les officiers, rien de mieux que les membres d'un régiment britannique. J'assistais un soir à une représentation d'Ali Baba et les 40 voleurs, interprétée par le club d'art dramatique de Hong Kong. Après la pièce, ce fut un spectacle ravissant que de voir ces femmes si bien apprêtées monter dans leurs chaises à porteurs et disparaître dans la nuit sous les tressautements des lanternes chinoises. C'est un luxe d'avoir sa propre calèche, bien sûr, mais il est encore plus luxueux de posséder sa chaise et ses porteurs. Une jolie chaise au brancard argenté et aux rideaux de soie coûte moins de 20 $. Certaines femmes achètent 4 chaises et 8 porteurs, qui sont si bon marché qu'elles peuvent se permettre de les payer à ne rien faire. Les familles riches de Hong Kong disposent de leurs propres chaises à porteurs. Les hommes aiment les chaises en bois de peuplier ouvertes avec des marches amovibles, tandis que les femmes préfèrent des chaises à rideaux pour traverser la ville à l'abri des regards. Les chaises les plus luxueuses ont des portes-ombrelles, des rangements, des petits coffres. À chaque port où je débarquais, je trouvais tant de séduisants célibataires. Je me suis demandé pourquoi les femmes ne partaient pas chercher le grand amour vers l'Orient. On a bien dit à une époque aux jeunes hommes en quête de fortune « Partez à l'ouest, mon ami !» Eh bien moi je dirais « Les filles, partez à l'est !» Il se trouve là-bas plus de cœur à prendre qu'il n'en faut. Et on ne peut rêver meilleure partie. Ils possèdent des maisons magnifiques et non pas une, mais plusieurs personnes à leur service. Pensez-y, mesdemoiselles, partez à l'est. Le deuxième jour de mon arrivée à Hong Kong, le capitaine Smith de l'Océanique demanda à me rencontrer. Je m'attendais à voir un vieil homme au visage buriné par les embruns, mais quand je me rendis dans le salon, je me trouvai face à un beau jeune homme aux yeux si bleus qu'il paraissait avoir pris la couleur de la mer un jour de soleil radieux. Lorsqu'il me sourit et que j'observai son doux visage que rehaussait une fine moustache brune, je dus afficher un air stupide et je me retins de glousser, dire que je m'étais figuré un vieil homme barbu. Ses yeux rieurs et sa silhouette élancée n'avaient pas grand-chose à voir avec le regard austère et l'allure rondouillarde du capitaine de mon imagination. Je laissai échapper un rire. Après cette première entrevue, je lui confiai un jour « Ah, vous étiez si différent de ce à quoi je pensais !»« Quant à moi, je n'arrivais pas à croire que vous étiez la personne dont on m'avait parlé, » répondit-il. « Je m'attendais à une vieille fille acariâtre. On vous avait décrite en si mauvais termes que j'avais fini par espérer que vous manquiez le bateau. Je m'étais dit que je vous ferais dîner ailleurs qu'à ma table. » Le jour de notre première rencontre, le capitaine m'emmena visiter la Vallée Heureuse. Nous passâmes en pousse-pousse devant des boutiques et des terrains de cricket où l'on disputait des matchs, puis devant la mairie et les solides et austères casernes. Enfin apparurent de longues routes bordées d'arbres, les montagnes, les prairies. L'une d'elles avait été convertie en hippodrome.
La tribune des juges était très ordinaire comparée à celle des familles chinoises construites en palmier. Les courses s'y déroulent chaque année au mois de février. Les 3 derniers jours du mois, qui sont fériés, riches et pauvres se pressent autour du champ de courses. Les montures sont des poneys de Mongolie et les courses ont la réputation d'être très excitantes. La vallée heureuse est à flanc de coteaux. Elle abrite les sépultures des adorateurs du feu, des presbytériens, des épiscopaliens, des méthodistes, des catholiques, des mahométans, tous habitants de Hong Kong, de différents cultes et de différentes nationalités, placés côte à côte pour l'éternité. La vallée heureuse tire son nom de cette communion paisible, mais aussi de la beauté du lieu. La plaine est aussi belle que les jardins de la ville. En témoignent les habitants qui s'y promènent comme dans un parc, y contemplant les arbustes et les fleurs avec tant de naturel que l'on en oublie qu'il s'agit d'un cimetière. Nous revînmes en ville à travers les quartiers animés, où des hommes et des femmes s'entassent sur une poignée de mètres carrés. On raconte que dans un quartier de Hong Kong mesurant environ 1 km², on peut trouver plus de 100 000 personnes. Ceci montre bien à quel point la Chine est pleine à craquer. Les Chinois me font penser à des fourmis sur un tas de sucre. La ville de Hong Kong encourage ses entrepreneurs à construire différemment afin d'éviter la propagation des inévitables maladies que ces conditions de vie entraînent. La grande avenue de la ville, Queen's Road, est intéressante dans bien des domaines. Elle est située dans le Hong Kong Club, où se trouvent les beaux jeunes hommes célibataires, le bureau de poste et, cerise sur le gâteau, les boutiques. Les échoppes ne sont pas grandes, mais leurs murs sont tapissés de placards vitrés de bois noir. On ne peut qu'être grisé à la vue de l'or, de l'argent, des statuettes d'ivoire, des éventails, des rouleaux de parchemin peint. La douce odeur qu'exhalaient les boîtes en bois de santal ne donnait envie que d'une chose, tout acheter. Les commerçants chinois sont cordiaux et savent faire l'article, présentant judicieusement aux clients leurs marchandises les plus précieuses. Ils ne sont jamais loin lorsqu'on déambule, mais ne forcent toutefois pas à l'achat. En poussant plus loin mon exploration, flânant devant des boutiques qui auraient mérité bien plus qu'une visite, je passai devant un restaurant. En émanait un mélange de curieuses effluves. Au milieu de la table trônait une table entourée d'un grand banc circulaire. Des clients y étaient assis, leurs pieds non pas posés au sol, leurs jambes non pas croisées comme le ferait un Turc ou un tailleur, mais les genoux collés l'un contre l'autre et tenus tout près de leur visage. Ils avaient un bol de riz sur les genoux, pressé contre leur menton, et poussent le riz énergiquement jusqu'à leur bouche à l'aide de baguettes. Ils boivent beaucoup de thé, et pas seulement lors des repas, mais toute la journée. Les tasses n'ont pas de soucoupe, et le thé se boit sans sucre ni lait. Les écrivains professionnels que l'on déniche dans les coins et les recoins des rues principales sont des personnages intéressants. En plus d'être écrivains publics, ils disent la bonne aventure, et un client ne manquera pas une occasion de se faire prédire l'avenir. J'ai remarqué que lorsque l'on paie le commerçant, il soupèse invariablement les pièces de monnaie. Il est aussi fréquent qu'ils tamponnent les dollars de leur sceau personnel en gage d'authenticité. Les pièces sont si cabossées par ce traitement spécial que j'ai au début hésité à les accepter. J'ai pu observer la procession d'un mariage à Hong Kong. Un orchestre s'escrimant à se faire entendre défile en tête, suivi par des coulisses transportant de curieux objets, dorés et bleus, qui, à ce qu'on m'a dit, représentent des scènes historiques et mythologiques. Ils portent également de très belles lanternes chinoises et des bannières colorées. On raconte aussi que les processionnaires vont poser en offrande un cochon rôti dans un temple, soigneusement récupéré ensuite par les convives du mariage. Il ne faut pas compter trouver du travail à Hong Kong. Les banques et les compagnies de bateaux, entre les mains des Européens, embauchent des hommes uniquement venus ici pour 3 ou 5 ans. Lorsqu'une place se libère pour cause de décès ou de renouvellement de poste, la maison mère envoie immédiatement un remplaçant. J'allais visiter un jour le pic Victoria, nommé ainsi en l'honneur de la reine. Culminant à 550 mètres d'altitude, c'est le sommet le plus haut de la région. Un funiculaire part de la ville jusqu'à Victoria Gap, un col de montagne qui s'élève à 330 mètres. Le funiculaire a été inauguré en 1887. Avant cela, les habitants se contentaient de chaises à porteurs. L'année de sa création, le funiculaire transporta 148 334 passagers. Le tarif est de 30 cents pour la montée et 15 cents pour la descente. L'été, l'atmosphère à Hong Kong est si étouffante que certains viennent chercher un peu de fraîcheur dans la montagne. Les terrasses ont été construites par dynamitage et chaque brique, pierre et meuble a été transporté par les coulisses de la ville à près de 500 mètres de hauteur. Au Victoria Gap,
nous réservâmes des chaises à porteurs et fûmes conduits jusqu'à l'hôtel Craigieburn, géré par un homme noir. Cet hôtel, d'un style oriental, est très librement fréquenté par les habitants de Hong Kong ainsi que par les touristes. Après avoir visité les lieux, on nous y servit le plus délicieux des déjeuners, puis nous partîmes en direction du pic Victoria. Cette ascension exigea 3 porteurs pour notre seule chaise. Nous fîmes une petite pause salutaire au Umbrella Seat, un simple banc surplombé d'un toit en pointe, puis nous continuâmes notre chemin, dépassant les touristes et les nourrices avec les enfants. Une ultime halte, et nous marchâmes tous ensemble jusqu'au sémaphore. Le panorama est sublime. La baie cernée de montagnes s'étend sous nos yeux, paisible et superbe, et des centaines de bateaux qui ressemblent à des petits jouets constellent le tableau. De blanches maisons palatiales s'étalent du rivage étincelant jusqu'au pied de la montagne. Chacune d'elles possède un court de tennis creusé dans la montagne par dynamitage. On dit que la nuit, en contemplant les milliers de lanternes des bateaux, des porteurs, des routes et des maisons, on se sent pris entre 2 voûtes étoilées. Celle qui se déployait devant nous était encore plus féerique. Un matin de bonne heure, le fier propriétaire d'un élevage de poneys, les plus beaux de Hong Kong, passa me chercher à l'hôtel pour m'emmener en promenade. À bord d'un confortable phaéton, tiré par ses vifs poneys, petits mais robustes, nous fîmes un grand tour de la ville et rejoignîmes la route qui longeait le rivage. De là, nous avions une belle vue sur les cales sèches en granit assez immenses pour accueillir les plus grands navires. Comme les contempler de loin me suffit, je déclinai la proposition d'aller les visiter. Je visitai 2 étranges temples. L'un était bas et quelconque, mais présentait un autel très tapageur. Les marches de pierre qui y conduisaient étaient chargées de mendiants pouilleux. Plutôt que d'attirer la compassion, ils suscitaient le dégoût. L'autre temple était situé près d'un lavoir où les lavandières, plantées au milieu d'un courant d'eau, tapaient leur linge contre des pierres plates. Ce temple simple mais pittoresque était creusé comme une caverne dans un énorme rocher. Le bord du rocher formait l'autel, devant lequel les Chinoises affluaient et priaient pour donner naissance à des garçons, afin qu'ils prennent soin d'elles dans leurs vieux jours. Après avoir vu tout ce qu'il y avait à voir à Hong Kong, je décidai de partir explorer une authentique ville chinoise. Nos dernières lois américaines essayaient d'empêcher l'immigration chinoise sur nos sols, aussi voulais-je les saluer sur leur terre, leur rendre une visite d'adieu si l'on peut dire. C'est ainsi que, la veille de Noël, je me suis mise en route vers Canton.